Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, tout le monde m'entend. Excusez-moi pour ce petit retard. Bienvenue donc à cet atelier consacré à la question du craving et du DSM-5 et intitulé « Le craving est-il vraiment un élément diagnostique et une cible thérapeutique ?» Cet atelier, dans le cadre de THS, est coprésidé par le professeur O'Brien, que tout le monde connaît, et qui a présidé le groupe de travail qui a travaillé pendant près de 7-8 ans pour aboutir à la révision du DSM. C'est également quelqu'un qui travaille dans notre champ depuis de très nombreuses années et ses premiers travaux ont porté sur la question du craving. Et donc, il sera amené à intervenir et à commenter au cours de cet atelier. L'atelier, comme discutant plus formel, nous avons Nicolas Autier, qui est psychopharmacologue et addictologue à l'Université de Clermont-Ferrand et qui, comme tout addictologue, s'intéresse nécessairement au craving et donc assurera la modération. Pour ma part, sans plus attendre, je vais commencer par la première intervention sur la question du vu de France, finalement, le DSM-5 est-il dangereux pour la population? En effet, si on écoute certains de mes collègues ou certains collègues du champ de la santé en général, de la santé mentale en particulier, mais aussi des addictions, le DSM-5, le DSM en général, les DSM-5 seraient particulièrement dangereux. Et donc, je vous propose quelques vérités simples pour démarrer. Alors d'abord, le DSM, pourquoi faire? Le DSM, c'est quelque chose qui s'est mis en place il y a de nombreuses années maintenant, au début donc, du siècle précédent, le XXe siècle, et avec un objectif très simple, une volonté très simple à l'époque de répondre au challenge de la diversité des concepts et des langages qui existaient entre les psychiatres. C'est quelque chose qui a toujours existé sur la planète, mais qui, au début du XXe siècle, en Amérique du Nord, posait un vrai problème. Et les psychiatres ne savaient plus trop, se sont rendus compte que quand ils discutaient entre eux, ils se disputaient souvent, mais finalement, au bout du compte, ne savaient plus très bien pourquoi, sur quoi ils se disputaient. Et donc, le DSM part d'une volonté de favoriser la communication entre les cliniciens afin de clarifier de quoi on s'occupe. Alors, le DSM, il est pour qui? Il est pour les cliniciens, pouvoir clarifier de quoi on s'occupe et du coup, mieux apprécier ce que l'on fait pour ceux dont on s'occupe, mais aussi pour les patients et leur entourage, pour pouvoir échanger avec eux et pour leur permettre eux-mêmes de clarifier parmi l'ensemble des problèmes qu'un individu, à titre personnel, j'allais dire peu expérimenté, nécessairement expérimente au cours de la vie, ceux qui relèvent légitimement de nos professions et ceux qui relèvent de solutions de la vie privée ou sociale ou politique. C'est aussi pour les chercheurs, c'est-à-dire ceux qui cherchent à se poser des questions pour trouver d'autres questions et pour clarifier quand même un minimum de savoir quelles sont les cibles de la recherche et les cibles des études. Et puis pour la société en général, l'aider à faire la part, encore une fois, entre les problèmes qu'une société, un groupe peut à un moment donné rencontrer, ceux qui relèvent de certains membres de cette société, les professionnels de santé, de ceux qui relèvent d'autres acteurs de la société. Ceux qui tiennent la morale, ceux qui tiennent la politique, ceux qui nous éclairent sur la morale, la politique et tous les autres aspects de la société, puisque notre vie n'est pas bâtie que sur la question de savoir est-ce que nous sommes en bonne santé ou pas, etc. Alors le DSM, comment c'est fait? Parce qu'après tout, sur les objectifs, c'est assez facile d'être d'accord, encore qu'il est important de les reclarifier, mais comment c'est fait? C'est fait sur les échanges confraternels, ça c'est la première base pour faire quelque chose dans un champ professionnel, on fait de l'échange confraternel.
On recherche aussi un consensus. Donc le consensus, généralement, on le recherche d'abord avec soi-même. On prend un temps pour réfléchir, se poser des questions et trouver une solution. Voilà, moi, à mon niveau, compte tenu de tout ce que je sais, de mon expérience, je pense que. Et puis, on cherche un consensus avec une deuxième personne, et puis une troisième, une quatrième, une cinquième. Mais pas uniquement. Pour ça, il est important de s'appuyer, et ça c'est un a priori très fort du DSM, de s'appuyer sur des données partageables et échangeables, au travers, donc partageables et échangeables au travers de statistiques. Hein, partageables et échangeables d'une façon explicite, je dirais, par rapport à un partage et un échange qui pourrait être une expérience indicible, et qui est une méthode aussi de travail, mais qui n'est pas celle du DSM. L'avantage de cette méthode, c'est que, en s'appuyant sur les statistiques, ça évite a priori la confrontation d'opinions, puisqu'on ne va pas être en confrontation d'opinions, mais juste en confrontation de chiffres. Les chiffres, ça peut se revoir, des calculs, ça peut se refaire, et les statistiques, de façon intrinsèque, sont fondamentalement incertaines, puisque ce ne sont que des probabilités. Donc on est a priori dans un système qui n'a pas de solution définitive. De ce fait, ça implique la recherche permanente de données nouvelles. En permanence, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de données disponibles qui permettent de faire beaucoup de conclusions, mais on est à peine arrivé à la conclusion que de nouvelles données sont arrivées qui changent un petit peu les conclusions. Alors pas toujours, mais parfois il y a des changements très importants, et vous savez, dans le champ des addictions, il y a eu des changements très importants, notamment dans le contexte français, dans l'organisation du dispositif de soins des addictions, avec l'inscription dans la loi de 2002 de la création du XAPA, c'est-à-dire d'un dispositif qui se détourne des différents produits pour se focaliser sur une modalité de comportement particulière, la notion d'addiction et de perte de contrôle. Et donc tout ça implique des révisions. Hein. Donc le DSM, la question n'est pas est-ce que le DSM me convient ou pas, c'est est-ce que la dernière édition me convient, et normalement elle ne peut pas parfaitement convenir puisqu'il y a une prochaine édition qui va arriver. Alors, dans le DSM-5, qui est sorti en mai 2013, donc c'est tout à fait récent, quoi de neuf? Si on regarde avec un peu de recul, il y a en fait dans ce DSM trois révolutions majeures. Une première révolution, c'est le passage d'un chiffrage romain à un chiffrage arabe. C'est peut-être le plus important, parce que le chiffrage romain implique de passer sans transition de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5, de 5 à 6. Or, vous savez qu'aujourd'hui, l'accès, c'est un avantage, c'est aussi parfois un handicap, l'accès aux données disponibles est beaucoup plus rapide qu'avant, puisque à partir du moment où un chercheur a fait son expérience, a écrit son compte-rendu, à partir du moment où un clinicien a rapporté un cas, il ne va pas le porter à un éditeur qui l'imprime sur un bout de papier, le bout de papier part par la poste et est distribué dans chaque village, il le met sur Internet, et dans la seconde qui suit, l'ensemble d'entre nous, nous tous, accédons tout de suite à cette information. Donc, par rapport au passé, on a la possibilité de pouvoir beaucoup plus rapidement réajuster les choses. Et donc, l'avantage du chiffrage arabe, c'est qu'on peut faire 5.001, 5.002, 5.1, 5.3, 5.4, 6, etc., en fonction de ce qui va être disponible. Et déjà, la version 5.01 est en cours de préparation. L'autre élément extrêmement révolutionnaire dans le DSM actuellement, mais je dirais, vu de France, c'est le DSM qui rattrape qui rattrape l'éclairage, enfin la vision absolument extraordinaire qu'ont eu les personnes qui ont écrit la loi de 2002 en mettant en place le XAPA. C'est-à-dire, puisque vous savez que les XAPA ont pour mission non seulement de se détourner des produits, proprement dit, de s'intéresser à tous, mais en plus de s'intéresser aux addictions sans substance. Et là, le DSM a mis dans le même chapitre les addictions avec substance et l'addiction sans substance déjà présente dans le DSM-4, qui est
les jeux d'argent, hein, le jeu pathologique, le gambling. Donc ça, c'est une révolution très importante. Et l'autre révolution très importante qu'a introduit le DSM, c'est d'introduire le craving comme un des éléments diagnostiques à rechercher pour pouvoir catégoriser les individus qui ont une addiction et donc relèvent d'interventions professionnelles, de ceux qui n'ont pas d'addiction et donc relèvent probablement d'interventions sociales, politiques, morales, etc. Alors ceci dit, le craving pose un certain nombre de questions et cet atelier est bâti et construit pour pouvoir répondre à ces questions. Une des premières questions que pose le craving et qui fait qu'il n'est arrivé que si tardivement dans le DSM, tellement focalisé à ne prendre des décisions que basées sur des évidences, sur des preuves suffisamment tangibles, c'est que sa définition pose problème. S'agit-il juste d'une simple envie très intense ou de quelque chose d'une autre nature? Et ça pose la question de comment étudier de façon scientifique, statistique, un phénomène qui finalement est avant tout une expérience individuelle. Et comme toute expérience individuelle, elle a un aspect un peu indicible. Et donc ça va être la focalisation de la première intervention de cet atelier par Joël Swensen. Les autres questions qui se posent, c'est, ok, c'est un élément diagnostique, mais à ce moment-là, si c'est un élément diagnostique, quel est son lien avec la rechute? Indépendamment de la rechute, quel est son lien avec l'usage? Quels sont aussi, si c'est un élément important, parce que toutes nos professions ne sont pas orientées à faire des diagnostics. La plupart de nos professions sont orientées à intervenir, à aider les gens. Le diagnostic n'est qu'une étape intermédiaire pour pouvoir aider les gens que l'on doit aider et préserver ceux à qui on risque de faire du mal, de leur faire du mal. Donc c'est, si on peut modifier dans l'intervention thérapeutique, la modification du craving lui-même ou des déterminants du craving. Et donc pour toutes ces questions suivantes, notamment les questions du diagnostic et des déterminants, ce sera les deux interventions suivant celles de Joël Swensen, de Mélina Fatseas et Fuchs-Yasser, et finalement une intervention centrée sur la question thérapeutique par Arkaitz Agerice-Colina, qui est le même Arkaitz Agerice-Colina impliqué dans THS, et donc c'est beaucoup de chance qu'il ait pu consacrer du temps, malgré toutes les 1000 choses à faire en ce moment. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Joël Swensen.